Le 19 septembre 1965, un journaliste de l'agence UPI rencontre Charles Boyer à Paris. Boyer a 66 ans, il vient de tourner, il prépare 2 projets en même temps, et il parle avec une énergie que le journaliste trouvera frappante de son fils. De ce que son fils est en train de construire, de cette nouvelle carrière qui l'aide à bâtir dans l'industrie musicale. « Je n'ai jamais autant travaillé, de toute ma vie, dit-il. C'est le moins que je puisse faire pour lui. » 3 jours plus tard, son fils était mort. Au cimetière de Holy Cross, à Culver City, il y a une pierre tombale. Une seule inscription, Patricia E. Boyer. Pas de filmographie, pas de date. Juste ce nom, le nom de sa femme, que Boyer avait choisi pour eux deux. Parce que 2 jours après la mort de Pat, sans laisser un mot d'explication, il avait avalé une dose mortelle de barbiturique. Il avait 78 ans. Il était l'acteur le plus célèbre que la France ait jamais exporté à Hollywood. Et personne, pas ses amis, pas la presse, pas le monde qu'il avait admiré. Pendant 40 ans, ne savait vraiment ce qu'il avait traversé. Ce soir, nous allons vous raconter cette histoire. Pas celle du séducteur, pas celle des nominations aux Oscars ou des partenaires légendaires. L'histoire de l'homme que les caméras ne montraient jamais et de ce qu'il a porté, seul, pendant 13 ans, les archives, les témoignages de ceux qui l'ont connu, les documents qui n'ont jamais été réunis de cette façon. Tout est là. Commençons par le début, ou plutôt par la fin. Hollywood, février 1934. Dans les salons dorés d'un dîner de gala, organisé par la Fox, une jeune actrice britannique entre dans la pièce. Charles Boyer la voit, il ne dira jamais grand-chose. De ce moment, lui qui, à l'écran, avait fait de la séduction un art, un métier, une seconde nature. Mais au journaliste qui l'interrogerait, des années plus tard, il confirmerait simplement « ce fut un coup de foudre ». 4 semaines après cette soirée, le 14 février 1934, jour de la Saint-Valentin, Charles Boyer et Patricia Patterson se mariaient à Yuma, en Arizona. Ni cérémonie fastueuse, ni presse invitée, juste 2 et un ami commun qui avait tout arrangé, Maurice Chevalier. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. L'homme qui avait organisé cette rencontre était déjà une légende vivante. La voix de Paris exportée à Hollywood, le symbole de la France, tel que l'Amérique voulait la voir. Et c'est précisément lui, Chevalier, qui avait convaincu Boyer d'assister à cette soirée. Il ne savait pas encore ce qu'il venait de déclencher. 44 ans de mariage, une seule et même femme. Dans une industrie où les unions duraient, parfois moins longtemps que les tournages, cela tenait du prodige. Pour comprendre ce que représentait Charles Boyer à ce moment-là, il faut se rappeler ce qu'était Hollywood dans les années 30. Les studios régnaient en maîtres absolus. Ils signaient les contrats, dictaient les rôles, fabriquaient les images. Ils prenaient un homme, un acteur, un visage, un accent, et ils en faisaient un symbole. Avec Boyer, ils avaient trouvé quelque chose qu'ils ne savaient, pas encore nommé, un Français qui n'effrayait pas. Les Américains, un étranger qui les faisait rêver, plutôt que les mettre mal à l'aise. L'accent, les yeux sombres, cette façon de prononcer les mots, comme s'ils avaient tous une importance particulière. Tout cela fonctionnait. La machine s'était emparée de lui et elle ne le lâcherait plus. 4 nominations à l'Oscar, du meilleur acteur, des partenaires qui s'appelaient Greta Garbo, Marlène Dietrich, Ingrid Bergman, Bette Davis. Un rôle dans Casbah qui avait fait naître une réplique que lui-même n'avait jamais prononcée, « Come with me to the Casbah », mais que le monde entier lui attribuait. Son accent avait inspiré un personnage des Looney Tunes. Des décennies après sa mort, les gens qui ne connaissaient même pas son nom connaissaient Pépé le Putois, cette caricature tendre de lui. On ne fabrique pas ce genre de présence. Elle arrive ou elle n'arrive pas. Mais il y avait un Boyer que les caméras ne montraient jamais. L'homme qui rentrait le soir, dans sa maison de Beverly Hills, n'était pas le séducteur des écrans. C'était un lecteur compulsif, un homme qui préférait les livres aux soirées, la philosophie au potin. Il avait obtenu une licence à la Sorbonne avant de choisir le théâtre. Il parlait 5 langues. Ses amis le décrivaient, avec une affection sincère, comme un stick in the mud, parce qu'il refusait systématiquement les invitations mondaines que tout le monde s'arrachait. Ingrid Bergman, qu'il avait côtoyé de près sur le tournage de Antise, écrira plus tard dans ses mémoires qu'il était l'acteur le plus intelligent, avec qui j'ai jamais travaillé. L'élégance et la courtoisie personnifiées. Ce n'était pas un compliment de façade, c'était une observation. En 1941,
Alors que la guerre déchirait l'Europe et que Hollywood continuait de tourner, Boyer fit quelque chose que personne n'attendait d'une star de son calibre. De ses propres deniers, il fonda la French Research Foundation à Los Angeles, une bibliothèque, un centre de documentation sur la France, sa culture, son histoire, ses gens, son espoir, que les studios s'en servent pour raconter des histoires vraies sur les Français, plutôt que de reproduire indéfiniment les mêmes clichés. En 1943, l'Académie des Oscars lui remit un Oscar d'honneur pour cet acte-là, pas pour un rôle, pour une fondation, pour une bibliothèque. Cette même année, 1943, Pat lui donnait un fils, Michael Charles Boyer. Selon les proches de Boyer, il répétait souvent que Michael était la plus grande œuvre de ma vie. Pas Casbah, pas les 4 nominations, pas la fondation. Michael, un enfant que ses parents avaient attendu 9 ans après leur mariage, un enfant sur lequel ils avaient placé tout ce qu'on place sur un être, à qui l'on a décidé de tout donner. Hollywood les voyait comme le couple parfait, le French lover et sa femme britannique, élégant, discret, fidèle, dans un monde qui ne l'était pas. Et d'une certaine façon, il l'était. Mais derrière cette image immaculée, quelque chose se construisait lentement, que personne, pas même leurs amis, les plus proches, ne voyaient encore venir. Michael Boyer grandissait dans une maison où l'on n'élevait pas la voix. Pas de disputes spectaculaires, pas de fractures visibles. Charles et Pat formaient ce genre de couple qui règle ses affaires en silence, avec cette pudeur britannique et cette retenue française que tous deux partageaient. Michael avait grandi entouré de cette discrétion. Il en avait hérité la sensibilité et peut être aussi la fragilité. Ingrid Bergman le décrirait plus tard comme un jeune homme robuste, sensible et vulnérable comme son père. Cette formulation mérite attention. Robuste et vulnérable, les deux à la fois. Un garçon qui ne voulait pas être acteur, ce qui, dans cette famille, n'était pas une déception, mais un soulagement. Boyer n'avait jamais souhaité que son fils emprunte cette voie. Il connaissait trop bien le prix qu'elle exigeait. Ce que Michael voulait faire, c'était de la musique, de la production, quelque chose dans l'industrie du disque, dans cet univers des années 60 qui bougeait vite et qui paraissait neuf. Son père avait décidé de l'y aider. Il faut comprendre ce que cela signifiait, dans le Hollywood de cette époque, d'être le fils d'une star. Le système des studios avait commencé à se fissurer, mais il imposait, encore sa logique, les noms ouvraient des portes, les noms fermaient des portes. Être Boyer fils, c'était porter un nom qui précédait toujours l'entrée dans une pièce. Pour certains, c'était une chance. Pour d'autres, c'était un plafond, de verre invisible, le risque permanent d'être regardé, non pas pour ce que l'on était, mais pour ce dont on était issu. Michael avait travaillé comme assistant dialogue sur la série, télévisée The Rogues, dans laquelle son père jouait un rôle régulier. Une façon d'apprendre le métier, de l'intérieur, à l'abri du regard public, sans que le nom soit trop exposé. Charles Boyer, lui, avait 65 ans, passés, et continuait de tourner. Mais quelque chose s'était déplacé dans ses priorités. Ses amis le remarquaient. Il parlait moins de ses prochains films et davantage de Michael, de ce que Michael préparait, de la maison que Boyer avait aidé son fils à obtenir dans le quartier de Coldwater Canyon, au nord de Beverly Hills. Un appartement à lui pour un garçon de 21 ans. Pour son anniversaire, Boyer lui avait remis les clés. Un geste d'une simplicité totale. Un père qui offre à son fils l'espace pour devenir lui-même. Ce que personne ne savait encore, c'est que Michael avait développé une habitude que ses proches évoquaient à voix basse. Il jouait à la roulette russe. Pas souvent, pas systématiquement. Mais la chose avait déjà eu lieu et les gens autour de lui le savaient. Quelques jours avant septembre 1965, quelque chose s'était déjà passé. Dans l'appartement de Coldwater Canyon, une vitre, une grande baie vitrée, avait été brisée par une balle. Les détectives qui enquêteraient plus tard sur les événements du 22 septembre mentionneraient ce détail. Dans leurs notes, il était là, dans le dossier. Personne n'en avait fait grand-chose. Charles Boyer, à ce moment-là, était à Paris. Il travaillait sur 2 projets, simultanément. Et 3 jours avant que tout s'arrête, il avait accordé un entretien à Henry Gris, correspondant de l'agence UPI. Ce que Boyer avait dit ce jour-là, le 19 septembre 1965, personne ne pouvait savoir, en l'écoutant, que ce serait l'une de ses dernières déclarations publiques,
avant que le monde dans lequel il vivait cesse d'exister. Je n'ai jamais autant travaillé. De toute ma vie, avait-il confié au journaliste. En fait, je pourrais dire que je viens de commencer une nouvelle carrière. Une nouvelle carrière pour mon fils. Pour mon fils Michael, c'est le moins que je puisse faire pour lui. 66 ans, 4 nominations aux Oscars, une fondation, une bibliothèque, 40 ans de films. Et ce qu'il appelait sa nouvelle carrière, c'était d'aider son fils à trouver la sienne. 3 jours plus tard, Henry Gris fut l'un des premiers à apprendre la nouvelle. Et l'une de ses premières pensées fut pour cet entretien. Pour cet homme qu'il avait quitté heureux, plein de projets, parlant de l'avenir comme s'il lui appartenait encore. Il ne lui appartenait plus. Le 22 septembre 1965, à Beverly Hills, il était tard dans la soirée. Dans l'appartement de Coldwater Canyon, Michael Boyer n'était pas seul. Sa petite amie était là. Un autre homme aussi, quelqu'un dont elle était censée être proche. Ce qui s'était passé entre eux ce soir-là, la nature exacte de la conversation, de la dispute ou de ce qui n'était peu, être pas une dispute, personne ne l'a jamais su avec certitude. Les témoins présents étaient jeunes. Selon les rapports établis par les détectives, ils n'étaient pas en état de reconstituer avec précision la séquence des événements. Ce que l'on sait, c'est que Michael a sorti un revolver, un calibre 38. Voulait-il impressionner? Voulait-il effrayer? Voulait-il en finir? Ingrid Bergman posera la question dans ses mémoires avec une honnêteté rare. Ce qui s'est passé au juste, j'imagine que personne ne le saura jamais. Elle connaissait la famille. Elle avait vu Michael grandir. Et même elle-même, quelqu'un d'aussi proche, ne pouvait pas répondre. Il a pressé la détente. Une seule fois. Il n'y en a pas eu de deuxième. Charles Boyer se trouvait à Paris. Ce n'est pas lui qui a appris la nouvelle en premier. C'est Henry Gris, le même journaliste qu'il avait interviewé 3 jours plus tôt, qu'il avait quitté heureux, qui avait noté dans son carnet un homme de 66 ans parlant de l'avenir de son fils avec la ferveur d'un débutant. Gris fut l'un des premiers correspondants à être informé. Il dut alors faire ce qu'aucun journaliste ne souhaite faire, appeler non plus pour une interview, mais pour une notification. Ce que Boyer a dit ce soir-là, ce qu'il a ressenti dans les heures qui ont suivi. Il n'en a jamais parlé publiquement, pas une interview, pas un communiqué, pas un mot pour la presse. Seulement le silence, ce silence particulier des gens qui ont décidé que certaines choses n'appartiennent pas au monde. Pendant des années, le récit officiel avait été simple. Michael Boyer s'était suicidé après une rupture amoureuse. La presse américaine l'avait présenté ainsi dès le lendemain matin, et cette version avait traversé les décennies sans être vraiment questionnée. Mais les documents consultés par les enquêteurs à l'époque racontent une histoire légèrement différente, ou du moins, plus incertaine. Les personnes présentes dans l'appartement ce soir-là étaient, selon les rapports, dans un état qui ne permettait pas de témoignage fiable. L'hypothèse du geste délibéré avait été retenue. L'hypothèse de l'accident d'un jeu qui avait mal tourné entre des gens qui n'en mesuraient plus les conséquences n'avait jamais pu être formellement écartée. Boyer n'a pas cherché à trancher, peut, être parce qu'il ne le savait pas lui-même, peut, être parce que la réponse ne changeait rien à ce qui restait. Ce qui restait, c'était Pat. Pat qui apprit la nouvelle par son mari, depuis Paris. Pat qui dut traverser les premières heures sans lui, dans cette maison de Beverly Hills où Michael avait grandi. Pat qui, comme Boyer, choisit le silence comme seule forme de dignité possible. Leurs amis de cette époque évoquent un couple qui continua d'avancer, qui honora ses engagements professionnels, qui répondit aux invitations, qui sourit sur les photos, et qui, entre eux, portait quelque chose que personne d'autre ne portait avec eux. Ingrid Bergman les revit quelques années plus tard, en France. Elle nota dans ses mémoires ce qu'elle observa, Charles n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été. Elle ne précisait pas davantage. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ils quittèrent Hollywood. Ils partirent pour Genève, cette ville neutre, discrète, qui accueillait depuis toujours ceux qui avaient besoin de disparaître sans vraiment disparaître. Coldwater Canyon, Beverly Hills, les plateaux de tournage, les dîners de gala, tout cela continua d'exister, mais sans eux. Ils s'en étaient retirés comme on referme une porte derrière soi. Boyer continua de tourner. Il avait besoin de travailler pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais parce que le travail était la seule structure qui tenait encore. Il joua dans des comédies légères, dans des films d'espionnage, dans des productions qui n'avaient rien de commun avec Casbah ou Antise. Il jouait. Il rentrait. Il vivait dans cet espace étroit, entre la scène et la maison, entre ce qu'il montrait au monde et ce qu'il ne montrerait plus jamais. Et pendant 13 ans, personne ne posa vraiment la question. 13 ans pendant lesquels Charles Boyer, le plus grand séducteur d'Hollywood, l'homme que Pépé Le Putois avait immortalisé,
Le French Lover que 4 générations d'Américaines avaient aimé sans l'avoir jamais rencontré continuait d'exister dans les journaux, dans les magazines, dans les génériques de films. Tandis que l'homme réel, lui, vivait à Genève avec Pat, dans un appartement dont on ne connaît pas l'adresse, dans une vie dont on ne connaît presque rien. Sauf une chose. Il n'avait pas dit un mot de ce que le médecin venait de lui apprendre. En février 1978, Charles et Pat Boyer fêtèrent leur 44e anniversaire de mariage. Un petit groupe d'amis était présent, des gens qui les connaissaient depuis longtemps, qui savaient lire entre les lignes. Ils remarquèrent que Pat semblait fatigué, plus mince, que quelque chose dans son visage avait changé depuis la dernière fois qu'ils l'avaient vu. Ils ne dirent rien. Boyer non plus. Et Pat, qui était assise là au milieu d'eux, souriait. Elle ne savait pas. Boyer savait depuis plusieurs semaines. Le diagnostic avait été posé, un cancer, et il avait pris une décision que ses amis, informés dans la confidence, n'avaient pas cherché à remettre en question. Pat n'apprendrait pas ce qu'elle avait. Pas de cette façon, pas maintenant. Il allait gérer cela seul, à sa manière, aussi longtemps qu'il le pourrait. Au mois de mai, ils partirent pour Genève. Un voyage présenté comme une pause, un changement d'air. Mais Pat avait commencé à se poser des questions. Son corps lui disait quelque chose que les mots autour d'elle ne confirmaient pas. Elle demanda à voir un médecin. Boyer avait préparé ce moment. Il avait trouvé un praticien compréhensif, quelqu'un qui accepta de rédiger un certificat médical indiquant que Pat souffrait d'une hépatite. Pas d'un cancer. Une hépatite, guérissable à terme, sans gravité particulière. Pat lut le document. Elle le crut. Il est difficile de mesurer ce que cela représentait pour Boyer de tenir ce secret dans une ville étrangère, en face d'une femme qu'il aimait depuis 44 ans, de regarder le médecin tendre ce papier et de ne rien dire. Ses amis qui étaient dans la confidence ne l'ont jamais entendu se plaindre de ce poids-là. Ils l'ont simplement vu continuer à organiser, planifier, s'assurer que Pat avait tout ce dont elle avait besoin, que les journées se déroulaient avec le moins de douleur possible. Il gérait les choses comme il avait toujours géré les choses, en silence, sans chercher de témoins. De retour en Arizona, ils s'installèrent non pas dans leur propre résidence, mais dans la spacieuse villa d'une amie, Marjorie Everett. L'endroit était calme. Les journées avaient cette texture particulière des fins de quelque chose, des lectures, des parties de gin remis, de rares visites. Boyer continuait de répondre aux courriers, de gérer les affaires courantes. Il classait des papiers. Il mettait de l'ordre dans les choses. Pat s'affaiblit progressivement au cours de l'été. Elle continuait de croire à l'hépatite. Elle continuait de penser qu'elle guérirait. Jusqu'à la fin, selon les témoignages de ceux qui étaient présents, elle n'eut aucune certitude sur ce qui lui arrivait réellement. Ce fut la dernière chose que Boyer put faire pour elle. Lui épargner de savoir. Le 24 août 1978, Patricia Patterson Boyer mourut à Phoenix, en Arizona. Elle avait 68 ans. 44 ans de mariage. Un fils enterré 13 ans plus tôt dans ce même cimetière de Holy Cross, à Culver City, où elle serait portée à son tour quelques jours plus tard. Boyer n'accompagna pas le cercueil, il resta dans la villa. Ses amis le comprirent, ou du moins, ils n'insistèrent pas. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être entourés dans ces moments-là. Et il y avait les autres. Boyer était de ceux qui traversaient certaines choses seuls, non par froideur, mais parce que certaines douleurs ne se partagent pas. Parce qu'il n'existait plus, dans le monde entier, une seule personne à qui il aurait pu dire ce qu'il ressentait, puisque la seule personne à qui il avait toujours tout dit venait de s'en aller. Il demeura dans la villa. Il classa des papiers. 2 jours plus tard, le 26 août 1978, les gens qui vinrent le voir le trouvèrent inanimé. Il avait avalé une dose mortelle de barbiturique. Il n'avait laissé aucune lettre, aucune explication, aucun mot destiné à quiconque. Il avait choisi ce jour avec une précision qui ne devait rien au hasard. Le 26 août, soit 2 jours avant son anniversaire, il aurait eu 79 ans le 28. 2 jours avant, 2 jours après. Comme si, à la fin, ce qui importait c'était simplement d'être du même côté que Pat. De ne pas la laisser attendre trop longtemps de l'autre côté d'une date qu'il n'avait plus aucune raison de célébrer. La presse française réagit avec une émotion que les nécrologies habituelles n'arrivent pas toujours à contenir. Sud-Ouest écrivit qu'un Don Juan français made in Hollywood venait de disparaître. La Dépêche du Midi affirma qu'on pouvait encore mourir d'amour. Paris Match consacra plusieurs pages à Boyer et Pat, les photos, les témoignages, les souvenirs d'amis. Le Monde avait une façon à lui de raconter cette histoire. Une grande histoire d'amour, une fin romantique, presque digne d'un de ses films. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était pas un geste romantique. C'était quelque chose de plus simple. Et peu,
Être de plus honnête que le romantisme, la reconnaissance qu'une vie avait eu un sens précis, que ce sens était lié à deux personnes en particulier, et que sans elles, il n'y avait plus de raison de continuer à faire semblant. Il y avait encore une chose. Une dernière chose que personne ne pouvait lui enlever. Au cimetière de Holy Cross, à Culver City, en Californie, il y a une pierre tombale sur laquelle on peut lire une inscription simple. Pas de date de naissance, pas de liste de films, pas d'hommage aux 4 nominations aux Oscars, ni à la Fondation, ni aux 40 ans de carrière. Juste un nom. Patricia E. Boyer. C'est le nom que Pat avait pris en se mariant. Son nom à elle, fondu dans le sien à lui. Et c'est sous ce nom-là, sous cette pierre-là, que Charles Boyer avait choisi d'être enterré également, quelques jours après elle. 2 corps. Une seule inscription. Comme si, à la fin, il n'y avait plus vraiment 2 personnes distinctes, mais une seule chose qui avait existé ensemble et qui s'était terminée ensemble. Ce détail, en apparence anodin, dit peu, être tout ce qu'il y a à dire sur Charles Boyer. Pas le séducteur, pas le franche lovers, pas l'homme aux yeux de velours dont les Américaines avaient rêvé pendant des décennies. Cet homme-là était une construction habile, consentie, parfois sincère, mais une construction quand même. Ce que la pierre tombale de Holy Cross révèle, c'est l'autre homme. Celui qui avait épousé une femme en 4 semaines parce qu'il savait. Celui qui avait fondé une bibliothèque avec son propre argent parce qu'il pensait que les histoires vraies méritaient d'être racontées. Celui qui avait passé les 13 dernières années de sa vie à continuer à vivre, à travailler, à sourire, à jouer des rôles de séducteur sur des plateaux de cinéma, tout en portant quelque chose que personne autour de lui ne portait. La question que l'on pose souvent sur Charles Boyer est celle-ci. Pourquoi un homme de son intelligence, de sa culture, de sa stature, n'a-t-il pas survécu à la mort de sa femme? Comme si la réponse devait être complexe, comme si elle devait impliquer une fragilité particulière, une faiblesse cachée, quelque chose que l'on n'avait pas vu, mais être que la réponse est plus simple que cela. Être que Boyer avait simplement décidé, à un moment donné on ne sait pas quand exactement, être après Michael, être bien avant que sa vie avait un sens précis, et que ce sens était lié à 2 personnes. Lorsque Michael était mort en 1965, il avait continué pour Pat. Lorsque Pat mourut en 1978, il n'y avait plus de raison du même ordre. Non pas qu'il n'y eût plus rien à vivre, mais plus rien pourquoi continuer à faire, semblant que tout allait bien. Il avait 78 ans. Il avait vu son fils mourir d'une façon dont il n'avait jamais compris les raisons exactes. Il avait passé des mois à mentir à sa femme avec douceur, à tenir un secret qui pesait tout le poids d'un cancer, à organiser chaque journée pour qu'elle ne sache pas. Et quand ce fut terminé, quand il n'y eut plus personne à protéger, plus personne pour qui maintenir l'ordre des choses, il classa ses papiers et il s'en alla. Sans un mot. Ce silence final être la chose la plus cohérente de toute sa vie. Cet homme n'avait jamais aimé les explications inutiles. Il n'avait jamais cru que les grandes choses avaient besoin de commentaires. Il avait fondé une bibliothèque sans en faire la publicité. Il avait porté le deuil de son fils sans jamais en parler à la presse. Il avait menti à sa femme mourante avec un soin qui relevait davantage de l'amour que du mensonge. Et il était parti sans laisser de lettre, parce qu'une lettre aurait supposé qu'il y avait quelque chose à expliquer. Il ne le pensait pas. Ce que l'histoire de Charles Boyer dit sur notre époque, sur celle d'aujourd'hui, autant que sur la sienne, c'est quelque chose d'inconfortable à formuler. Nous vivons dans un monde qui valorise la visibilité, la narration de soi, l'exposition de l'intérieur. Un monde où la souffrance se documente, où la perte se partage, où le deuil a ses codes et ses plateformes. Boyer était l'exact opposé de tout cela. Non pas parce qu'il était de son époque, il y avait, même dans les années 60 et 70, des gens qui parlaient, qui se confiaient, qui cherchaient des témoins. Mais parce qu'il avait décidé, lui, que certaines choses lui appartenaient, qu'elles n'appartenaient qu'à lui, et qu'il n'avait de compte à rendre à personne. On peut trouver cela admirable. On peut le trouver tragique. Probablement les deux. Ce qui est certain, c'est que cette discrétion totale, cette façon de traverser les épreuves les plus grandes sans jamais laisser le monde en être témoin, a fait de lui, paradoxalement, l'un des hommes les plus mal connus de l'histoire d'Hollywood. Pas parce qu'il était mystérieux, mais parce qu'il était simplement lui-même, dans un monde où être soi-même, pour un acteur, était la chose la plus difficile qui soit. Il est enterré à Culver City, en Californie, à côté de Pat, à côté de Michael, qui repose dans le même cimetière. 3 noms, une seule pierre pour 2 d'entre eux. Et quelque part, dans les archives de l'UCLA, des cartons remplis de documents sur la France, des coupures de presse, des pamphlets, des photographies de la France occupée, de la France libre,
de la France d'après-guerre que Boyer avait collectées pendant des années, de ses propres mains, parce qu'il pensait que les histoires vraies méritaient d'être conservées. Il n'avait pas tort.